Chers auditeurs, quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de TTPQ. Et je dois dire que je suis particulièrement heureux de faire cet épisode car aujourd'hui, nous allons traiter d'un film qui m'a vraiment marqué, ce qui n'est pas si courant. Bon, comment ça, je dis ça à tous les films. Non mais celui-là, vraiment, je vous promets, c'est différent parce qu'il m'a marqué pour des raisons vraiment précises. D'abord et avant tout, parce que je ne boude jamais mon plaisir quand il s'agit d'évoquer mon personnage préféré, aka Batman ou Bruce Wayne, même si là, pour une raison qui m'échappe, il porte un autre nom. Mais passons, car là n'est pas le cœur de mon intérêt pour ce film. Non, ce film m'a marqué, je l'imagine comme mon comparse à ce micro, par sa réalisation que je trouve absolument incroyable, mais surtout par son psychédélisme qui nous emmène au cœur des névroses du personnage principal. Bref, j'ai des tas de choses à vous dire à son propos, mais pourtant j'étais un peu interrogatif quant à savoir comment vous raconter ce film. Alors, je me suis creusé la tête pendant quelques jours pour trouver comment faire un édito, pour vous parler avec cœur de cette œuvre qui a vraiment laissé une trace prégnante dans ma mémoire. Et finalement, la solution m'est apparue comme une évidence. Car en réalité, il n'existe pour moi qu'un seul moyen de faire cet édito. Et cette vérité se cachait tout simplement derrière les traits de l'acteur principal qui porte ce récit complètement fou. Alors attention, top, c'est parti. Je suis sorti en 2015, réalisé et écrit par un réalisateur dont le nom à connotation hispanique est totalement imprononçable. Je raconte pendant 119 minutes l'histoire de Regan Thompson, acteur hollywoodien célèbre pour avoir incarné un super-héros dans les années 90, et je suis joué par le sosie officiel de Julien Lepers. Mon personnage principal se prépare à monter pour la première fois sur la scène à Broadway avec une adaptation théâtrale d'une œuvre de Raymond Carver. Au-delà des nombreuses péripéties qui m'ont entravé la mise en scène de ce projet complexe, je suis porté par une réalisation atypique simulant un plan séquence s'étalant sur plusieurs jours. Aux côtés du célèbre ancien animateur pour retraité de France 3, je compte à mon casting Edward Norton qui, pour d'évidentes raisons de praticité, a accepté de ne pas se transformer en géant vert durant ce projet. On retrouve également à mon casting la comédienne Emma Stone qui, 2 ans plus tard, tiendra le rôle de Mia dans le chef-d'œuvre de Damien Chazelle dont évidemment on parlera un jour dans ce podcast parce que trop d'amour pour ce film. Réalisé avec un budget de 18 millions de dollars que je vais largement rentabiliser, je contribue à relancer la carrière de mon acteur principal dont l'histoire offre quelques parallèles intéressants avec le scénario puisqu'il a lui aussi incarné un super-héros au cinéma dans les années 80 qu'il retrouvera d'ailleurs quelques années plus tard dans un film, que dis-je, un chef-d'œuvre qui restera sans nul doute dans les annales de la nullité cinématographique. À ma sortie, je suis couronné de succès et je vais même remporter 4 Oscars, dont celui du meilleur film. Je suis Birdman. Ah oui, ça c'est beau, bravo Bastien. Vous repartez avec une encyclopédie des meilleurs emplacements de camping-car dans le Vaucluse entre 1983 et 1986 et bien évidemment avec un édito dédicacé par votre animateur préféré, générique. Ne l'oublie pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ouh, c'est un bingo! Mais qu'est-ce que vous voulez que ça me foute vos conneries? Tu me veux, je suis là. Bonjour à tous, bonjour Bastien, comment ça va? Bah ça va, je vous laisse, je vais dans mon camping-car là. Je reviens bien. Mais ça va très bien, quel plaisir de vous retrouver, quel plaisir de te retrouver. Alors là, en forme, en grande forme. Mais bien sûr, vraiment, on n'est pas du tout fatigué, on est vraiment en très grande forme. Oh là 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 là. Mais en tout cas, moi je dois le dire, je suis très très content qu'on soit réunis aujourd'hui pour parler de Birdman. Et bravo, tu as trouvé, quel talent. Non, mais parce que j'hésitais à dire Batman, mais je me suis dit c'était trop simple. C'était trop simple. Donc vous l'avez compris, on va parler de Birdman avec son titre complet qui est Birdman ou les vertus insoupçonnées de l'ignorance. C'est le titre évidemment québécois, mais qui apparaît aussi sur les affiches françaises. Ils n'ont pas appelé au Québec, ils l'ont pas appelé l'homme-oiseau? Eh ben non, j'étais dommage. Très étonné, moi aussi j'aurais adoré, mais c'est Quel pas dommage. le cas. Ce film est sorti en France le 25 février 2015, donc il y a un peu plus de 10 ans. Je l'ai dit dans l'édito, il dure 119 minutes. Il a été réalisé, je vais essayer de le dire bien parce que je trouve ça difficile, par Alejandro González Iñárritu,
We Narrate You, je pense que c'est tout, avec un budget de 18 millions de dollars pour un box-office dépassant les 100 millions de dollars. Donc c'est vraiment une réussite, et surtout une réussite qu'on n'avait pas forcément vu venir, parce que c'était pas le film le plus attendu de l'année 2015, clairement. Tellement, non. Et c'est un film qui a rencontré un succès incroyable, et je vais commencer par les récompenses, parce qu'il a reçu quand même 4 Oscars, il a reçu 4 Golden Globes, 4 BAFTA, dont celui du meilleur film, de meilleur réalisateur, du meilleur scénario original, meilleur acteur pour Michael Keaton aux Golden Globes, meilleure photographie pour le chef opérateur à 2 reprises, et meilleur réalisateur dans les 3 cérémonies que je viens de citer. Donc, film qui a fait l'unanimité auprès de la critique. Pas tellement. Pas tellement, incroyable. Et je dois avouer, je l'ai dit dans l'édito, moi c'est un film qui m'a vraiment, vraiment marqué, et j'étais très, très content qu'on en parle aujourd'hui. Alors, j'ai relevé que, comme toujours, moi j'aime bien trouver quelques petites anecdotes sur le film. Donc, je l'ai dit, c'est un film qui est tourné à la manière d'un plan séquence, qui n'en est évidemment pas un. Les coupures sont même assez visibles, hein, si on est honnête, si on est habitué à ce genre, à ce procédé. Et je sais que toi et moi, on est sensible à ça, on en a parlé plusieurs fois ici dans Snake Eyes, etc. On aime beaucoup les plans séquences, oui, c'est un peu le running gag qui revient souvent. Dès qu'il y a un plan séquence dans un des films dont on parle, on est en mode oh là là, mais quelle scène géniale. Mais exactement. Et voilà, donc, je pense à notre épisode sur Adolescence, par exemple. Bien sûr, Adolescence, l'épisode sur Snake Eyes dont tu as parlé, et je crois qu'il y en a eu quelques autres où il y avait un petit plan séquence qui nous plaisait. Et donc, oui, effectivement, un petit film, finalement, hein, si peu. Donc, quel plaisir. Et du coup, pour réaliser ça, le film a eu un tournage un peu particulier, parce que d'abord, ils ont travaillé un peu à l'envers, c'est-à-dire qu'il y avait une idée du montage final dès la conception. C'est-à-dire qu'il fallait réfléchir à comment le film allait être monté, et notamment comment il allait être raccordé pour donner cette illusion de plan séquence, ce qui fait que la préparation du film s'est fait un petit peu à la manière d'une pièce de théâtre. C'est-à-dire que les comédiens ont évidemment appris leur texte, ça c'est évident, mais ils ont surtout appris toute la chorégraphie nécessaire, parce que même si le plan séquence il est découpé en plusieurs scènes, chaque scène est quand même relativement longue, et donc il y avait tout un travail de fait sur notamment la chorégraphie, les mouvements des personnages, pour certains leur changement de costume dans une même séquence entre deux champs de caméra, les placements, etc. Donc en fait il y a vraiment des espèces de grandes répétitions qui se sont faites pour au final un tournage qui a été très court, parce que ça a duré à peine un mois. Et ça a été tourné en partie. Ils ont été très très bons, hein, la vache. Ah, ils ont été très bons. Ça a été tourné en partie sur la scène du St. James Theatre de Broadway qu'on voit dans le film, et en partie dans un décor qui a été créé en plus du théâtre, parce qu'en fait le théâtre n'était pas suffisant, notamment pour d'évidentes raisons que les coulisses d'un théâtre sont pas faites pour être filmées. Donc d'un point de vue technique, ça nécessitait de refaire des décors et de réajuster, notamment pour que on puisse comprendre un certain nombre de choses. Et le film, dans sa mise en scène, et moi c'est un truc que j'ai trouvé vraiment bien, c'est qu'en réalité, au-delà de l'idée du plan séquence, quand on analyse un peu, on se rend compte qu'au fur et à mesure, le décor, il s'abîme à l'intérieur des coulisses, notamment à l'intérieur de la scène, et c'était une volonté de l'équipe de traduire le fait que le personnage principal devient fou, on peut le dire, au fur et à mesure. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont aussi utilisé des décors pour pouvoir, au fur et à mesure, modifier la composition de certains espaces et les rendre plus sombres, plus abîmés à certains endroits, etc. Et puis même pour leur déplacement, l'équipe technique et compagnie, c'était plus agréable, effectivement. Absolument. Et ce qui donne finalement moi je trouve, en tout cas on va y venir, mais un rendu visuel vraiment intéressant. Je trouve que le film il a une vraie qualité, il est très ancré dans le réel. Et notamment avec la scène de Times Square, qui est sans doute la scène la plus célèbre du film, dans laquelle on voit Michael Keaton traverser Times Square en sous-vêtements. Et en fait, il faut savoir que cette scène, elle a été faite sans privatiser l'espace. Donc ils ont réellement tourné, et ce qui explique que tout le monde était en train de filmer, ce qui participe totalement à la réussite de la scène. Mais ça a été, entre guillemets, improvisé. C'était pas vraiment imaginé au départ. Tout comme le casting, parce que j'en ai pas encore parlé, mais si ce n'est Michael Keaton et Edward Norton et Emma Stone, mais il faut savoir que le rôle qui est joué par Edward Norton n'aurait pas dû être tenu par Edward Norton au départ. Il était question que ça soit Johnny Depp qui joue dans ce film, ce qui ne s'y est finalement pas fait. Et donc il y avait une fin alternative au film dans laquelle Johnny Depp faisait un caméo. Oh, incroyable. Et finalement ça a pas été relevé, parce qu'il voulait garder
la tonalité, j'allais dire Générale. ultra... enfin réaliste c'est pas le mot, mais en tout cas la continuité de l'ensemble du film et pas faire un truc qui soit trop méta et qui sorte Ça aurait un peu le vrai du faux. cassé l'ambiance et le fait de comment on est dans le film, nous en Et- tant que spectateurs. Ça nous aurait sorti du truc. Absolument. Et donc du coup ils ont décidé de retirer ça, mais c'est intéressant de se dire que Johnny Depp a été très longtemps envisagé pour ce rôle et donc de lui avoir potentiellement offert un petit caméo. à la Ouais, fin. bien sûr, mais en plus, ce qui est marrant avec ce genre d'anecdote sur ah bah tiens, ça aurait dû être lui au départ, puis finalement ça n'a pas du tout été lui, c'est que c'est souvent impossible d'imaginer du coup la personne qui était prévue au départ Mais dans totalement. ce rôle-là. Hein. Mais surtout quand un film comme celui-ci nous donne vraiment un rendu. Enfin, c'est un film qui a marché, donc on l'a ancré dans notre esprit avec ceux qui l'ont incarné. Et je dois dire que au-delà de Michael Keaton, que j'aime vraiment fort dans ce film, je trouve que Edward Norton, il est Excellent. exceptionnel. Ouais, vraiment. On va avoir l'occasion d'en parler. Et enfin, un dernier petit point sur la bande originale qui a deux particularités. La première, c'est qu'il n'y a quasiment que de la batterie. C'est Absolument. quasiment le seul instrument. Il y a même une séquence dans le film où on voit le batteur jouer la musique en live. Deux fois, ouais. Ce qui on le est voit. génial comme idée. Et en fait, c'est Antonio Sanchez qui a composé la bande originale, qui a été récompensé lui aussi d'un... Qu'est-ce qu'il a eu comme récompense, ce monsieur? Je l'ai vu tout à l'heure. Il a eu, je vais pas le retrouver. Je vais te laisser galérer. Hein. Je sais que tu vas me laisser Non, par contre, je galérer. peux juste dire un truc, c'est que Mais moi, je t'en prie. j'ai regardé un peu sur Il y a eu justement la BO. le parce- Golden Globes. Voilà. Excuse-moi. Merci. Du coup, et moi je trouve que que la BO en fait au départ me faisait beaucoup penser à celle de Whiplash, Oui. et du coup je me suis fait la réaction, je me suis dit tiens, est-ce que ce serait le même? Puis j'ai dit non, ça m'étonnerait, le mec il est accroché à Damien Chazelle, l'autre compositeur dont j'ai oublié le nom, et Justin Hurwitz, voilà, je savais que tu allais le donner. évidemment. Ah, bien sûr. C'est pas parce qu'il y a son nom en gros sur le mur. Ah, bah, voilà. Non, il n'y a plus de tableau, Guillaume, arrête, ne fais pas semblant, n'oublie pas, on est entouré de cartons là, on est sur des cartons, on est assis sur des cartons. On enregistre dans des cartons. Voilà, Je c'est savais pas, mais Et c'est pour ça s'il y a un écho, ne vous inquiétez pas, c'est le chat qui nous empêche d'ouvrir le carton. c'est le seul truc qui est pas dans le carton, c'est le chat. C'est le chat, voilà. Et il surveille le reste. Et donc, du coup, non, j'allais dire, c'est sa seule bande originale de film, d'ailleurs. D'accord. À ce compositeur, si je te dis pas de bêtises. Ah ben, je savais pas ça, mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, il a en fait beaucoup improvisé. La majorité, c'était que de l'impro. Ça se ressent et tellement, ça a je été fait trouve. en partie dans le film, en fait, pour que les acteurs puissent se servir du rythme pour avoir des repères, en fait, notamment pendant la partie de répétition. Donc Ça voilà. rejoint vachement le côté chorégraphique que tu disais. En Mais fait, ils sont exactement. au tempo de cette bande originale, en fait. Et tant et si bien que, je voulais finir là-dessus parce que j'ai trouvé ça assez amusant. Quand j'ai revu le film, je me suis posé une question que je m'étais pas posée au départ, c'est comment est-ce qu'on classe ce film? Quel genre de film c'est? Eh bien, au Golden Globes, il a été classé meilleur film de comédie/comédie musicale. Et ça m'a d'abord surpris parce qu'il n'y a pas d'éléments chantés, mais je pense que l'intégration de la musique dans la diégèse du film, tel que c'est fait, notamment dans les séquences qu'on a évoquées tout à l'heure, y participe. Et du coup, je me suis demandé comment toi, tu classerais ça. Parce que franchement, moi, j'aurais du mal à répondre à cette question. Il faut arrêter de poser ce genre de questions, monsieur J'aime Guillaume, bien hein, te parce faire réfléchir. parce qu'à chaque fois, voilà. En plus, c'est marrant Je parce te colle dans que le j'en mur. parlais avec un ami qui me faisait un retour sur notre épisode sur l'exorciste, où justement tu posais déjà la question du genre du film d'Alien, Ouais. The Et de Thing. Et en fait, c'est vrai qu'on se disait, aujourd'hui, il y a beaucoup de classements, il y a beaucoup faut C'est vrai. donner une étiquette, etc. On a toujours fait ça, mais au final, c'est assez, c'est presque personnel en fait comme façon de faire. À l'époque, je sais que pour le film, par exemple, d'Orelsan, Comment c'est loin, on a vu le débat avec Emmerich que tu connais et un autre camarade, Yacine. Est-ce que Comment c'est loin, c'est une comédie musicale? Est-ce que c'est juste un film musical? Est-ce que c'est presque même un film presque fictionnel, biographique? On ne sait pas trop. Et pour répondre à ta question, puisque là j'ai gagné du temps de ouf, maintenant il va falloir me lancer, la question du genre de film qu'est Birdman, je dirais pas comédie. Maintenant, film musical me choque très peu, avec Voire pas du l'importance, tout. voire pas du tout, avec l'importance de la batterie et de cette bande originale diégétique, tu l'as dit. Maintenant, je l'aurais plutôt peut-être mis en comédie dramatique quand même. Si Ouais. je devais vraiment donner un genre terre à terre, c'est ce que j'aurais fait. Je suis d'accord. Moi, j'aurais rangé ça dans un drame, en fait, tout Mais de simplement. toute Avec façon- un aspect comédie, effectivement, pour tout un tas de raisons. Bien mais, sûr, mais c'est marrant parce que moi, ça me pose une autre question, c'est de me dire, mais le choix des catégories au Golden Ah, Globe. ben, bien sûr. Parce que des fois, je vois les récompenses qu'ont certains créateurs, certains artistes ou certaines artistes dans les séries et machin, et genre meilleur rôle dans une série musicale ou je sais pas quoi, je fais
Mais non, du coup, ça n'a pas de sens. Oui, Et je voilà. suis d'accord. Et du coup, c'est assez marrant, effectivement. Ben voilà, moi, en tout cas, j'avais pas catégorisé ça comme ça et je te rejoins plutôt sur l'idée que c'est, à mon sens, plutôt une comédie dramatique avec vraiment des séquences qui sont parfois très drôles et parfois beaucoup moins, ce qui est tout le sel de la comédie. Mais effectivement, la musique a une telle importance dans la rythmique du film et c'est quand même un film qui repose beaucoup sur sa rythmique. Mais tu le sens parce que c'est vrai qu'à chaque battement de la batterie, t'as ce côté où tu les vois Évoluer. On reparle, je rebondis vite fait sur la scène dont tu parlais, qui est peut-être la scène la plus connue du film, effectivement, la traversée de Broadway, qui est au son de cette batterie. Alors déjà, en plus, à un moment donné, tu vois une fanfare qui joue sur les batteries, et compagnie, sur des gros tambours et compagnie. Et quand il traverse, Michael Keaton, il a quand même une démarche extrêmement particulière. Ah mais totalement. Et en fait, cette démarche-là, tu te rends compte qu'elle est adaptée dans toutes les scènes qui composent ce plan séquence, et qu'en fait, il a un peu ce côté genre je marche vraiment au rythme comme un petit soldat, comme un en fait. métronome un peu. Ouais, voilà, c'est ça, c'est assez intéressant. Non, puis moi j'ai eu le sentiment souvent que la batterie elle servait aussi de virgule, de transition, notamment pour habiller les quelques coupures invisibles de plans séquences, et je trouve que ça le fait plutôt habilement dans les mouvements de caméra un peu rapides. Donc effectivement la musique a une place extrêmement importante. Prédominante, tu as raison. Alors du coup, ma première question comme d'habitude, qu'est-ce que tu attendais de ce film, sachant que tu l'avais déjà vu, hein, mais qu'est-ce que tu en attendais à l'époque et aujourd'hui, et comment tu l'as reçu ce film? C'est vrai que c'est difficile de répondre à ça sur des films que j'ai vus à l'époque, parce que pour le coup Birdman, je devais le voir, hein. C'était un film que j'avais dû voir pour mon cours de critique de cinéma, et pour le coup niveau attente j'en avais aucune, parce que c'est un film dont j'avais pas spécialement entendu parler. Au départ sa sortie avant qu'il ait ce succès critique et commercial, elle était quand même assez de niche, j'ai envie de dire. Et même si c'était un peu le retour de Michael Keaton au cinéma après une grosse période à vide, et que déjà tout le monde parlait effectivement de ce parallèle entre sa carrière après Batman et la carrière de son personnage qui vit exactement la même chose finalement. La preuve en est qu'à un moment donné, il dit le dernier film Birdman que j'ai fait, c'était en 92. Le dernier film Batman qu'il a fait, c'est en 92. Exactement. Donc, je pense qu'ils ont extrêmement joué là-dessus. Donc, non, mes attentes étaient pas très élevées. En fait, je savais pas du tout à quoi m'attendre, en l'occurrence. J'y suis allé un peu par obligation scolaire, en l'occurrence. Et là, du coup, c'est plus intéressant de parler de mes attentes, peut-être, quand j'ai dû le revoir pour ce podcast, parce que du coup je savais déjà de quoi il était question. J'avais envie de voir si le film me faisait quelque chose, parce qu'à l'époque il m'avait pas fait grand chose, à part j'étais tellement subjugué par le côté technique, par l'aspect technique, je voulais voir si il y avait autre chose autour, si c'était pas juste de la poudre de perlimpinpin. On cite les grands auteurs. Mais on cite les grands. Moi je continue sur la politique, hein. Y a pas de problème, on est là pour ça dans le podcast. Non mais voilà, je voulais voir si c'était pas juste de la poudre aux yeux, et le fait est que pas complètement, pas vraiment même. Et du coup je vais aller un peu sur mon avis général, mon avis global du film. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce film. Il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés, des thèmes que j'avais pas forcément vus lors de mon premier visionnage à l'époque. Il y a évidemment donc le questionnement de la différence entre l'acteur au sens artistique du thème et la célébrité, la starification, la vedettisation du tout Hollywood. Et c'est vachement intéressant. Et c'est marrant parce que du coup on a déjà fait un peu ces parallèles quand on parlait, pour le coup, de Joker Folie à deux, où on parlait de la différence entre un film d'auteur et un film de studio presque, et du coup ce film l'aborde complètement et frontalement, et c'est extrêmement intéressant, et du coup les critiques qui sont faites dans ce film, en fait ça fuse un peu dans tous les sens, ça critique un peu tout, ça critique le cinéma, ça critique tous les acteurs de l'art, de l'art au sens large du terme, de l'art du cinéma, du 7e art. Ça parle des critiques de théâtre, ça parle des acteurs de théâtre et ça rejoint des débats. Finalement, tu vois, le film date de 2015, mais ça rejoint des débats qui depuis 10 ans n'ont pas évolué, n'ont pas changé. Je trouve, tu vois, je crois que tu l'avais mentionné dans un épisode, mais c'est toujours d'actualité, ce que Scorsese avait dit et qui avait choqué tout le monde et tous les gens fans des films grand public et commerciaux et de studios, ce côté où aujourd'hui le cinéma c'est une attraction, c'est un parc d'attractions, les films Marvel c'est des parcs d'attractions, ce n'est pas du cinéma, et ce film en fait parle exactement de ça, et puis en plus il le fait encore une fois frontalement, puisqu'on est quand même au niveau de la narration dans notre univers, dans notre monde. Tout ce qui est faux, c'est Birdman.
Oui, Tout ce qui est exactement. faux, c'est Birdman. Il aurait très bien pu faire ça en premier degré avec Michael Keaton qui parle de Batman et qui essaie de se refaire quelque chose, tu vois. Moi, je peux pas, dans ma réalité à moi, c'était le projet de base, ils ont juste pas eu les droits de le faire. Oui, j'en suis presque persuadé aussi. J'en suis presque convaincu. Et du coup, voilà. Et puis, le fait voilà, de tout risquer pour se retrouver une crédibilité, j'ai trouvé que c'était très, très fort comme thème parce que ça parle. Là, en l'occurrence, c'est le star system, mais ça parle, je pense, à beaucoup de gens qui des fois, risquent tout pour leur rêve absolu. Et au final, je pense qu'au fond, réaliser son rêve, c'est s'acheter justement une crédibilité auprès des autres, évidemment, mais auprès de soi-même. Et du coup, je trouve ça vachement important et vachement intéressant. Et puis voilà, après, il y a des questions plus graves qui sont abordées, la question du suicide. Et puis bon, non, l'acting est exceptionnel. Moi vraiment j'adore Edward Norton dans ce film. Je suis d'accord. J'aime beaucoup Michael Keaton, mais bon, c'est le personnage principal, évidemment qu'il est excellent, mais je trouve que dans les scènes qu'il a avec Norton, mais il prend la place de ouf, quoi. Et du coup voilà. Puis en plus, le fait de se ruiner, à un moment donné, il se ruine pour justement avoir Norton, le personnage de Norton, dans sa pièce. Et le fait de se ruiner pour sa création artistique, ça m'a fait penser un peu à Coppola, qui est connu un peu pour ça, surtout avec les échecs commerciaux qu'il connaît, alors que... Alors, j'ai pas vu son dernier... J'aimerais vraiment beaucoup voir son dernier film, d'ailleurs, à Coppola, Metropolis. N'importe quoi, Bastien. Megalopolis. Megalopolis. Voilà. Et qui l'a complètement ruiné, je crois. Bon, alors, le mec, il est obligé de vendre son ranch ou je sais pas quoi. Bon, bah, excuse-nous, on n'a pas tous un ranch. Mais ce que je veux dire, c'est que le gars risque tout pour aller au bout de sa vision, tu vois. Et je trouve ça super intéressant. Et encore une fois, très d'actualité. Et alors, plus récemment, je suis désolé, je finis là-dessus, mais parce que je suis obligé d'en parler pour toi. Ça m'a fait penser à ce qu'a dit Astier au sujet de la création. Justement, dans son interview chez Hugo Décrypte. Hugo Décrypte, j'allais dire Hugo tout seul. Bonjour, je suis encore en 2008. Donc voilà, rien à voir. Mais du coup, voilà, non, très intéressant. Il y a plein de choses qui m'ont plu. Une chose qui m'a un peu plus déplu, mais je pense qu'elle est liée à mon visionnage qui était haché. Vraiment, j'ai pas eu le choix. Ça a été comme ça. Il y a beaucoup de trucs à gérer autour. Je suis un peu moins fan de la fin qu'à l'époque. La fin m'a... Et encore une fois, on va reparler de l'épisode de Joker Folie à 2. Là, j'ai un peu de mal aussi avec cette fin-là. Et avec certaines choses un peu... toi, tu as parlé de psychédélisme dans ton édito. Moi, je dirais plus de fantastique. Je le comprends totalement, tout le film. Mais en fait, la fin, justement... Non. Moi, j'ai besoin d'être un peu trop... Je trouve que ça va un peu trop loin. Bah, ça chamboule trop cet aspect terre-à-terre qu'il a mis en place tout le long. Je comprends. Et puis je trouve que suicide, puis deuxième suicide, puis un troisième suicide, métaphorique ou pas, c'est un peu too much en ce qui me concerne. Et toi donc, parce que j'ai beaucoup parlé, donc à toi, dis-nous tout. Non, moi je me souviens très bien quand le film est sorti. D'abord, moi j'étais très content de revoir Michael Keaton parce que au-delà de la blague sur Batman en tant que tel, par le fait c'est un acteur qui moi m'a marqué. J'ai fait le parallèle avec Julien Lepers, j'ai été obligé de faire ça parce que moi ça a été une de mes vannes préférées pendant des années et surtout je fais une parenthèse de 10 secondes mais quand j'ai entendu Julien Lepers en interview expliquer que quand il allait aux États-Unis il signait des kilomètres d'autographes parce que les Américains le prenaient pour lui. Ça oui, c'est une vraie anecdote. Droit de réponse. Non, on n'est pas chez McFly et Carlito, dommage. Vas-y. Et qu'ils se sont même rencontrés une fois en France à l'occasion du festival de Cannes je crois et que Michael Keaton lui-même a dit mais c'est quand même dingue d'avoir... Est-ce qu'ils ont fait le même Spider-Man? Non, ils ont pas fait ça. Je crois que, il expliquait que même lui était halluciné de la ressemblance. Donc je voilà, savais pas que les deux étaient les protagonistes en étaient conscients. Eh ben si, tout à fait. Et donc du coup, au-delà de ça, évidemment, moi j'étais curieux du film parce que la bande-annonce m'avait donné envie. Et à l'époque, quand je l'ai vu, je savais pas que ça allait être un plan séquence. Et du coup, je me souviens qu'au cinéma, comme toi, moi d'abord, ce qui m'a frappé, c'est l'aspect technique, mais pas que. Moi, j'ai vraiment pris une claque, quoi. La première fois que je l'ai vu, je me suis dit, putain, mais c'est un film de malade. C'est vraiment un film de fou furieux. Je trouve que le film fait des trucs vraiment qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et nous, dans les films qu'on traite, on le dit assez souvent qu'on en a un peu marre des films génériques. C'est tout sauf un film générique. Bien c'est sûr, vraiment un film qui a une patte. C'est un film qui a une ambition. Alors, il fait des trucs, et on va revenir sur la fin tout à l'heure, mais qui sont effectivement discutables. Et je comprends quand tu dis que pour toi, ça va trop loin, ou il y a des aspects un peu... Mais moi, je trouve vraiment que le film, il a
c'est un bloc entier. Et c'est d'ailleurs, je trouve que un truc qui est vraiment bien, c'est que le plan séquence, il est pas gadget. Il y a des films où tu vois, par exemple, je suis entièrement d'accord. Ouais. Adolescence, j'ai adoré la série et j'ai trouvé que là, techniquement, c'était génial. Mais en fait, là, pour le coup, j'ai salué la prouesse technique d'avoir réussi à faire ça. Mais est-ce que le plan séquence, réellement, il est absolument indispensable dans Adolescence ? Je suis pas certain. Oui, là, je trouve que le fait que ça soit un plan séquence, ça fait le sel du film. Et ça fait cette espèce de... On voit pas passer le temps. C'est quand même génial. Le film s'étale sur 3 jours. Et ça tient en 2 heures, quoi. Bah, en fait, oui, c'est vrai que c'est assez dingue de voir à quel point l'utilisation du plan séquence pour raconter cette histoire a un sens diégétique, encore une fois. Mais absolument. C'est assez dingue, ouais. Ça, c'est vraiment moi ce qui m'a beaucoup marqué. Et puis voilà, après, globalement, j'ai trouvé que c'était génial. Le casting est incroyable. Et moi, j'ai adoré les décors. J'ai trouvé ça vraiment bien, justement, d'amener le cinéma dans le théâtre. Mais pas que sur la scène, dans le public, dans les coulisses. J'aime vraiment cet aspect-là. J'ai envie de dire qu'il y a presque un aspect, entre gros guillemets, documentaire. Et moi, ça, c'est un truc qui m'a vraiment plu. Ouais, mais c'est vrai que ce que tu dis, c'est bien, parce que moi, je suis assez d'accord avec toi sur comment se rejoignent cinéma et théâtre dans ce film, et comment l'un répond à l'autre, et comment l'un s'inspire de l'autre, et surtout... Comment les deux s'affrontent en fait. Mais totalement. Et j'ai trouvé ça vraiment bien foutu, ouais, clairement. Bon, on va rentrer un petit peu dans le détail. Donc, je l'ai dit, ce film nous raconte l'histoire de Regan Thompson, qui est un ancien acteur mondialement célèbre pour avoir incarné un super-héros nommé Birdman. Donc, clairement, la référence à Batman est là, et c'est aussi ce qui fait le sel du film. Moi, je trouve que Keaton, c'est quand même... faut avoir du culot pour faire ça, quoi. Parce que c'est accepter de dire à tout le monde, ouais, ma carrière depuis Batman, il se passe pas grand-chose. Alors, c'est pas tout à fait vrai, d'ailleurs. Bien sûr, ouais, mais c'est intéressant aussi, justement, qu'il arrive au-delà du culot. Moi, je trouve que c'est une forme d'honnêteté et de transparence qui est franchement bienvenue, parce que... Qui est bienvenue, mais qui est rare. C'est pour ça qu'elle est bienvenue, tu vois. Et justement, moi, c'est vrai que je te coupe encore, je suis désolé, mais j'ai vraiment bien aimé cet aspect-là, ouais, effectivement. Parce que du coup, tu te dis, le gars, il est conscient que, de toute façon, dans l'esprit des gens, je serai toujours Batman. Exactement. Et effectivement, il l'a confirmé dans son apparition dans le film Flash, où effectivement, il le dit, oui, je suis Batman. Parce que, tu te souviens, quand on avait vu le film Flash, une petite parenthèse, on s'était dit, mais putain, quand il dit je suis Batman, il parle... Il a l'air d'en avoir un peu rien à foutre. Oui, puis surtout, il parle... Et en fait, il le dit genre, oui, bah oui, c'est moi, quoi. Bien sûr que c'est moi, Batman. Donc, mais oui, non, je suis d'accord. Dans le film, on reprend aussi ce truc-là, que le personnage, il est totalement rattaché à un personnage qu'il a incarné, et qu'il n'arrive pas à s'en sortir, en fait, que ça reste éternellement ce personnage-là et rien d'autre dans l'esprit des gens. Sauf que lui, il a décidé, donc, pour sortir de ça, de monter une pièce de théâtre à Broadway. Là aussi, tu l'as dit, il y a un duel entre le cinéma et le théâtre. Broadway, c'est le Hollywood du théâtre, si j'ose dire. J'accepte. Et donc, pour ça, il a mis en scène une nouvelle de Raymond Carver, qui est un auteur américain célèbre, et qu'il a décidé de financer lui-même, de manière à montrer que les acteurs sont d'abord des comédiens, parce qu'il y a vraiment une frontière entre ces deux mots-là. Sauf que on se retrouve à quelques jours du début, et donc ils font les répétitions, les générales, ce qu'ils appellent. Donc il y en a 3 qui sont prévues avant la première, qui est des répétitions ouvertes au public. Exactement, et dans lesquelles ça permet de tester un peu ce qui marche pas, et c'est un truc qui se fait beaucoup au théâtre. Et donc très vite, on va se rendre compte que ce personnage-là, il est d'abord, il est très fatigué, il est extrêmement stressé par le projet, et il est surtout parasité par une voix intérieure qui est incarnée par la voix de Birdman. Donc là aussi, c'est une voix grave. Je veux dire, c'est la voix de Batman, quoi. On va clairement le dire, et qui essaye de lui dire non, mais en fait, t'es rien d'autre que Birdman. Tu dois redevenir Birdman. Il lui dit plusieurs fois, fallait faire le 3e film. Il faut faire le 3e film. Enfin, il a vraiment, lui, un espèce de dilemme intérieur de est-ce que je vais vers la facilité ou est-ce que je vais vers la réussite artistique, quoi. Est-ce que Orelsan ne se serait pas inspiré de Birdman pour sa chanson La Petite Voix, finalement? Ah, c'est possible, hein. C'est marrant parce que lui qui s'était inspiré de la 25e heure pour Suicide Social. Ouais, mais j'y ai pensé. Parce que, avec Edward Norton,
Ah bah oui, Est-ce non que mais tu kiffes cette petite boucle? non, c'est franchement beau. Non, parce qu'il faut dire qu'on enregistre la semaine après la sortie de l'album Oui, de c'est ça à Orelsan. peu près. Ouais. Et effectivement, oui, j'y ai pensé j'y ai pas pensé en l'écoutant, mais j'y ai pensé en voyant le film. Parce Pareil, que j'avais l'album en pareil. tête, je me suis dit, il y a un petit parallèle à faire. Bon, le problème, c'est que cette pièce, on l'a dit, il y a beaucoup de pression, beaucoup de stress, et surtout, il va y avoir rapidement un problème, c'est qu'il trouve que le comédien avec qui il joue est nul. Il le dit de manière. Il l'est d'ailleurs. Il le dit. Et pendant les répétitions, ce comédien va se prendre un projecteur sur la tronche. Et là, c'est pareil parce qu'il y a un côté presque gaguesque au truc. Donc, il faut le remplacer. Lui, évidemment, premier réflexe américain, je fais un procès pour gagner de l'argent. Et donc, avec une partie des gens avec qui il travaille, notamment son avocat, qui est aussi son meilleur ami, qui est aussi son producteur, qui est aussi son agent, j'ai l'impression. donc Aussi. qui fait un peu tout pour lui. Incarné par un Zach, j'arriverai jamais à dire son nom, mais le petit gros un peu fou dans les Very Bad Trip, qui est très très fort. Zach Galifianakis, bravo, tu l'as bien dit. Et donc finalement, ils vont réussir à le remplacer au pied levé parce qu'il reste quelques jours, et ils vont le remplacer par un personnage qui s'appelle Mike Shiner et qui est un acteur, mais qui est aussi, on comprend, un intime d'une des comédiennes qui joue dans la pièce. Celle incarnée par Naomi Watts. Exactement. Et donc, il va arriver avec un peu ce truc de est-ce qu'il va connaître le texte? Et en fait, on se rend compte qu'il a aidé le personnage de Naomi Watts à répéter. Donc, tout de suite, il connaît tout le texte. Il connaît même le texte de Regan, ce qui va très vite poser un problème d'ego entre les deux, parce qu'en fait, c'est lui qui va devenir presque le leader de la pièce en lui faisant des propositions, en faisant des remarques en permanence sur ce qu'il fait. Et on sent que dès la première entre eux, ça se passe mal, puisqu'il y a un moment où il y a une scène qu'on va revoir plein de fois dans le film, dans laquelle ils se disputent entre guillemets dans une cuisine, et l'autre d'un seul coup pète un plomb parce qu'on a remplacé ce qui est censé être un verre d'alcool par de l'eau, et lui il trouve ça absolument anormal parce que dans son jeu il a besoin de ressentir vraiment les choses. Je me demande si c'est pas un peu une critique justement de la part d'Iñárritu de dire, est-ce que l'acting studio ça a besoin d'aller aussi loin? Parce que l'acting studio, c'est un peu la méthode des grands acteurs américains. Beaucoup d'acteurs français aussi s'y mettent, hein, bien sûr. Mais il y a un peu ce côté-là. C'est De Niro qui est extrêmement connu pour justement aller très loin dans ça. Et d'une certaine manière, les transformations physiques de Christian Bale peuvent également être considérées, je pense, comme de l'acteur studio. Et moi, je l'ai pris un peu comme une critique de cette méthode-là, justement. Est-ce qu'il n'y a pas besoin, en fait? L'important, c'est que les gens y croient. Moi, je l'ai un peu pris comme ça. Ouais, je suis d'accord. Et puis surtout, il y a un côté où... C'est pour ça qu'il est pas pathétique, mais il est drôle, mais parce qu'il est chiant. Oui, il est chiant, et puis il a un côté un peu donneur de leçons, parce que lui, il est légitime à Broadway, là où Regan ne l'est pas du tout. Donc il y a un côté, il prend le dessus en fait très vite, ce qui va donner un affrontement entre les deux. Et affrontement qui va être exacerbé par le fait que ce personnage-là va croiser la route de la fille de Regan, qui travaille avec lui. On comprend pas bien exactement ce qu'elle fait, mais on sait pas d'assistante, et on sent que c'est un personnage qui est assez fragile. Elle sort d'une cure de désintoxication, donc on sent que c'est compliqué. Le lien avec son père est conflictuel, on va le voir à plusieurs reprises, mais on sent bien que très vite elle va avoir je vais pas dire une attirance, mais de la curiosité pour une fascination pour Mike, qui va finir par trouver une réciprocité. Et finalement, au fur et à mesure de la première générale, puis ensuite des autres répétitions, on sent que le stress gonfle de plus en plus et que les conflits grandissent entre tout le monde, et on voit très bien Regan sombrer dans la folie. Et ça, c'est illustré par le fait qu'il y a des plans dans lequel on le voit faire de la télékinésie. À un moment, il fait tourner un espèce de petit objet sans le toucher avec ses mains sur une table, et puis à un moment dans sa loge, on le voit ravager sa loge avec de la télékinésie. Et ce truc-là est contrecarré par le fait que quand son agent rentre dans la pièce, on passe de l'agent, on repasse sur lui, et là on se rend compte qu'en fait c'est lui qui jette des trucs à la main. Donc le film nous montre un peu la frontière entre la folie de ce personnage-là, parce qu'il est au bord de devenir fou, et d'ailleurs il va le devenir, en tout cas moi c'est ma lecture, et la réalité de monter une pièce dans les conditions dans lesquelles il le fait, quoi. Moi je l'ai pas du tout lu comme ça pour le coup. Pour moi le personnage est pas fou. Pour moi le personnage, toi tu parlais de conflit entre tous les personnages et leur rôle, etc. Et moi pour moi en fait il a un conflit intérieur qui est... Bien sûr. Tu vois, je parlais de dualité tout à l'heure, c'était pas un choix au hasard, c'est parce que vraiment il a une dualité en lui, il est torturé.
moi, je pense pas qu'il devienne fou. Je pense que juste, il est toujours partagé entre. Je crois que c'est on dit entre sa persona et sa vraie personnalité. Quelque chose comme ça. Excusez-moi, je suis pas philosophe les gars, je suis pas psy non plus. Mais voilà, mais ce que je veux dire, c'est un peu psychologie de comptoir ce que je dis, mais moi pour moi il devient pas fou. Pour moi, il est vraiment juste torturé, il a un conflit intérieur et c'est ce conflit qui le guide en fait depuis justement, si on prend le truc du début, depuis justement le dernier Birdman qu'il a fait et cette non-reconnaissance qu'il a eue parce que dans l'esprit des gens, il pourra jamais faire autre chose. Je pense que ça le pousse dans ses derniers retranchements et c'est ça tout ce que nous raconte le film. Je voulais partager ma lecture parce que pour une fois c'est pas si souvent, elle est différente de la tienne et voilà, pour moi il n'y a pas de folie, pour moi c'est pas de folie parce que là pour le coup quand on le voit faire de la télékinésie, ce genre de choses, enfin je veux dire le film, la première image c'est lui qui est en lévitation de dos, les genoux en tailleur, on se doute bien que le mec c'est pas enfin voilà quoi, c'est pas vrai et que c'est dans sa tête et il entend la voix de son personnage, mais la voix de son personnage c'est enfin de son ancien personnage Birdman, c'est ce que lui c'est les choses qu'il n'ose pas s'admettre, c'est les choses qui le taraudent, qui le torturent. Donc pour moi il n'y a pas de folie, pour moi c'est juste un mec qui vraiment n'arrive pas à oser presque, je dirais. Et moi, je le lis plutôt comme là, c'est pour ça que je parle de folie, une forme un peu de schizophrénie. Il est entre deux états. Et je trouve que ça se montre aussi dans la relation qu'il a au personnage, puisque dans le film, on voit Laura, qui est une actrice, mais qui est aussi sa compagne, qui lui fait croire dernièrement qu'elle est enceinte. Et dans le même temps, on voit à plusieurs reprises son ex-femme, donc la mère de Sam. Et en fait, moi, je trouve que ça aussi, ça raconte ça. C'est-à-dire que c'est un personnage qui est entre deux mondes. On peut aisément deviner que sa femme avec laquelle il a eu sa fille, c'était sa compagne au moment où il était Birdman. Là, il a une nouvelle relation avec quelqu'un avec qui il monte cette pièce de théâtre. Et en fait, pour moi, le film, il construit cette dualité intérieure. Et c'est pour ça que j'emploie le terme de folie comme on l'avait fait pour Joker, parce que pour moi, on est un peu dans la même dualité intérieure. Ouais. Mais bref, du coup, ils vont se passer tout ça et il va y avoir un nouveau problème qui va s'ajouter à la liste, c'est que donc le conflit monte avec Mike et à un moment donné, il décide d'aller prendre un verre juste à côté dans un bar pour essayer de détendre et de discuter un peu. Et là, il va faire la connaissance d'une critique qui est extrêmement connue dans le milieu. Et en fait, on va comprendre que cette critique-là, c'est elle qui va déterminer la vie ou la mort de la pièce. C'est en gros la critique la plus lue dans le Times. Et en fonction de ce qu'elle va dire, la pièce va s'arrêter le lendemain ou va durer des années. Et en fait, on comprend très vite que il va avoir beaucoup de mal à avoir la critique avec lui parce qu'il est perçu uniquement comme un acteur hollywoodien et rien d'autre. Et donc, par-dessus toutes les problématiques de complexité de mise en place de la scène parce qu'elle est difficile à jouer, cet élément-là va venir se rajouter au reste. Et petit à petit, il va devenir... en fait, il est presque acculé. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de scènes où il est tout seul dans sa loge à se parler à lui-même. Il y a cette espèce d'effet miroir qui est d'ailleurs très bien foutu, qui a demandé pas mal de technicité parce qu'il a fallu effacer en post-prod tous les caméras quand il passe derrière les miroirs, où il se parle à lui-même et dans le fond du miroir, on voit l'affiche de Birdman. Enfin voilà, il y a vraiment... Le film nous raconte un petit peu ce truc-là. Et pour l'instant, je ne vais pas jusqu'à la fin, mais on voit que vraiment, il est vraiment au bord du gouffre au moment du début du troisième acte. Oui, absolument, il est à fleur de peau. Bon, à ce stade-là, qu'est-ce que tu retiens, toi, justement? Est-ce que tu as des scènes marquantes? On l'a un peu déjà dit, puisque du coup, là, tu as fait et ton intro et ton édito en même temps, puis après, on est parti sur... tu as déjà parlé de la scène marquante et compagnie tout de suite. Donc non, évidemment, il y a une scène qui est marquante, c'est celle de Times Square. Ouais. Il y en a... Enfin, en fait, les scènes sont intéressantes, mais cette scène, elle est marquante. Je pourrais aussi parler de la scène du premier suicide, entre guillemets, qui est très bien foutu aussi, avec le seul faux raccord, enfin le seul raccord visible, je trouve, en termes d'effets spéciaux, quand il réatterrit après s'être envolé pendant un temps, qui réatterrit, t'as un couple qui marche derrière et qui récupère le câble. Il récupère le câble. Ouais, je l'ai vu aussi. Je ne vois que ça. On est d'accord. C'est marrant parce que j'ai vu exactement la même chose. Et du coup voilà. Mais au-delà de ça, non, la scène la plus marquante pour moi, ça reste celle de Times Square. Je trouve que c'est celle où il est. Tu sens qu'il sait plus. Il est. C'est pas qu'il est hors de contrôle, mais il a plus de contrôle en fait. Il ne contrôle pas sa création. Il ne contrôle pas ce qu'il voudrait contrôler. De la même manière que je pense que la renommée de Birdman et ce que ça implique pour lui
lui a échappé. Et ben là, en fait, c'est ce qu'il veut faire de sérieux qui s'échappe. Et pour moi, c'est ce moment qui, en plus d'être visuellement fou, et en plus avec cette anecdote incroyable, comme quoi ça a été filmé un peu à l'arrache, donc il n'a pas fallu se tromper 40 fois, quoi. C'est clair. Tu pourrais presque te dire que c'est un one-shot. C'est C'est dingue. probable, oui. Et du coup, bah, tu te dis, pour moi, c'est le moment charnier du film et qui, si je reprends tes termes, le fait vraiment basculer dans la folie. Pour moi, c'est vraiment ce moment-là. Après, et puis j'aime beaucoup en plus parce que tu vois, j'ai noté, c'est pas juste la scène comme ça, c'est après quand il rentre, qu'il mime un pistolet avec sa main. Un accessoiriste qui lui en donne un quand il monte sur scène. Quand il monte sur scène parce qu'il arrive par le public du coup, puisqu'il était sorti par l'entrée des artistes, la sortie des artistes en l'occurrence. Et du coup, il remonte dans sa chambre et je trouve que la discussion qu'il a avec sa fille, donc Emma Stone, est superbe. Et la réflexion qu'il y a autour de l'être humain et qu'on ait si peu de choses et que finalement ça vaut peut-être pas le coup de se rendre autant malade sur même si elle dit ça parce que elle a pas du tout la même, elle le rembarre à un moment donné aussi plutôt dans le film qui est d'une manière qui est folle. Elle lui dit vraiment ses cas de vérité et du coup voilà, donc moi je trouve cette scène super importante, super je dirais pas impressionnante, on va arrêter avec les superlatifs, mais vraiment visuellement elle est marquante. Là pour le coup, tu vois, d'habitude quand on demande la scène marquante, moi c'est rarement visuel. Elle me marque parce qu'elle raconte, etc. Mais là, elle est avant tout visuelle. Et en plus, dans ce que ça veut dire pendant le film pour les personnages et même au-delà, je trouve qu'elle est très très importante. Et toi ? Alors évidemment, je ne vais pas redire ce que tu as dit, mais cette scène est au sommet de la pile des scènes qui m'ont marqué. Moi, j'en ajouterais 2 autres. La première, c'est la dispute avec sa fille. Je trouve que cette scène, elle est très très réussie parce que... en fait, la scène, elle part d'une bonne intention du personnage. Il y va, pour une fois, il s'arrête. Pour une fois, il va pour la remercier parce qu'on se rend compte dans le film qu'elle fait tout un tas de petits trucs. Elle va acheter des fleurs, elle s'occupe un peu de son confort, elle essaye de gérer tant bien que mal, sachant qu'elle est elle-même dans le mal, on le voit bien. Elle sort de désintox. Elle lutte contre ses démons, en fait, comme son père, d'une certaine manière. Exactement. Et donc, il vient la voir et la scène démarre sur quelque chose de paternaliste, mais dans le bon sens du terme. Et très vite, ça vrille parce qu'il se rend compte que ça sent la weed, quoi, et qu'elle est à la fumée, et donc il se met à chercher, et puis il trouve, et puis le ton monte, et en fait c'est elle qui prend le dessus et qui lui assène, comme tu l'as dit, ses cas de vérité. Et moi j'ai vraiment cette scène-là, la première fois, et ça a été le cas au revisionnage là, je la trouve vraiment incroyable. Moi cette scène-là, bon, je trouve que ça, Emma Stone, c'est une comédienne qui est largement accomplie, mais je trouve que ça, c'est une vraie performance d'acteur. Parce qu'en fait, Emma Stone, on la voit peu dans le film. Elle n'est pas beaucoup présente en temps d'écran par rapport à Edward Norton et Michael Keaton. Mais je trouve que dans cette scène, elle prend toute la place. Et pendant un temps, ça devient presque l'élément central du film. Oui, pourtant, le personnage, on le suit plusieurs fois parce que tu l'as dit, mais du coup, la caméra change un peu à un moment donné de personnage. Mais c'est vrai qu'elle a 2 moments marquants et les 2 moments... on les retient, quoi. Mais absolument, et je trouve aussi, et là aussi d'un point de vue technique, au départ vraiment toute la scène elle est concentrée sur lui, la caméra est vraiment sur lui, elle est presque au-dessus de lui pour montrer un effet de il est au-dessus, il la protège, et à partir du moment où elle vrille, la caméra presque s'inverse, elle devient au centre de l'image, lui est plus petit dans l'image et il est moins bien cadré, il est comme mis un peu à l'écart, et je trouve que techniquement il y a vraiment un travail de dingue. Et donc cette scène-là m'a marqué. Après, plus globalement, il y a aussi un truc dont on n'a pas parlé, moi, que je trouve vraiment fantastique, c'est la lumière. Je trouve que la photographie de ce film est folle parce que il y a quand même beaucoup de séquences en plan séquence qui sont raccordées les unes aux autres. Mais enfin, il passe de décors très petits quand il est dans sa loge à des couloirs, puis à la scène, puis à l'extérieur. Et n'importe qui a déjà filmé quoi que ce soit, même avec un téléphone, c'est à quel point c'est compliqué de gérer la lumière sur un plateau. Mais quand le plateau il est si grand, qu'il y a autant de mouvements, je l'avais dit ça pour Adolescence, mais là je trouve que c'est aussi le cas. Je trouve que c'est fantastique ce qu'ils arrivent à faire d'un point de vue de la lumière, et que ça participe à la réussite. Et tu vois, la scène de Times Square, évidemment que la partie extérieure elle est géniale, mais moi je retiens la première image que j'ai visuellement, c'est lui dans le public sur cette espèce de lumière bleue là, où il avance avec son pistolet et qu'il mime avec ses doigts, et je trouve que c'est génial, et ça rend là aussi le film ultra concret.
En fait, il n'y a aucun moment où le film, même si maintenant on les voit, nous, les raccords entre les différentes scènes. On les voit pas à chaque fois. Il y en a qui sont plus gros que d'autres. Il y en a qui sont. Non, mais globalement, plus cachés, je pense que moi j'en ai vu 5-6 quoi, dans ouais, le bien film. sûr. Mais c'est pas grave, enfin, on pardonne ça parce que ça reste bien foutu et parce que le rythme de la musique et notamment de la batterie et fait que ton cerveau il continue de croire et de voir l'avancée de l'histoire. Mais ouais, moi j'ai été marqué par ça, par la qualité technique du film au-delà de sa qualité d'écriture. Parce que là aussi, le film est extrêmement bien écrit. Je trouve que les dialogues fonctionnent très bien. Et le passage des moments joués sur scène aux moments où ils sont pas joués, je trouve que j'y ai réfléchi un petit peu. Je trouve que c'est dur à faire. Ouais, Parce bien que sûr. ça veut dire qu'il faut que tu donnes l'impression, en jouant, que tu joues plus et en jouant que tu joues et que tu marques une différence entre les deux. Alors, le théâtre, il y a un jeu qui est un peu plus, visible qu'au cinéma. C'est le principe du théâtre. Mais je trouve que ce rendu-là, il est excellent. Et je terminerai là-dessus sur ce qui m'a marqué. C'est la première fois qu'on voit la fameuse scène qu'on va voir plusieurs fois, là, où Edward Norton est dans le lit avec l'autre personnage et ils sont censés simuler avoir un rapport sexuel et lui il veut avoir un vrai rapport sexuel avec Oui, elle. parce qu'il bande à ce moment-là. Exactement, donc c'est quand même, il est pas loin de la violer parce que c'est ça qu'il veut faire non. sur scène. Et je trouve que ce truc-là aussi ramène un truc dans le réel parce que elle joue jusqu'au bout et quand elle sort de scène, elle est évidemment choquée, bouleversée par ce qui vient de lui arriver. Et je trouve que le film réussit vraiment à retranscrire ce qu'est le jeu d'un comédien. C'est-à-dire ce moment où tu passes d'un état à l'autre. Et en ça, le personnage qui est incarné par Edward Norton est intéressant parce que lui, il dit en réalité, je ne suis moi-même que quand je joue. Oui, il dit je suis réel que quand je suis sur scène. Exactement. Et ça, je trouve que c'est intéressant parce que c'est tout l'inverse de Reagan. Reagan, lui, il n'est lui-même que quand il ne joue pas. Et c'est bien ça son problème, c'est qu'il ne sait pas qui est-ce qu'il doit. Il a du mal à choisir qu'est-ce qu'il doit être. Et moi, j'ai vraiment, vraiment aimé ça. Oui, en fait, le film raconte le spectacle vivant en étant lui-même un spectacle vivant. Absolument. Et c'est super intéressant, effectivement. On va aller vers la fin de ce film. Donc, le dernier acte commence. Pardon, j'avais pensé à un truc. Non, c'est moi. Mais en fait, j'ai pas continué parce que j'avais oublié ce que je voulais dire pendant que tu parlais. Mais comme c'était très intéressant, j'ai zappé derrière. Mais ça me revient. C'est que je voulais juste dire dans les trucs qui m'ont marqué parce qu'avec tout ce que tu disais, ça m'a fait penser. Je revoyais les scènes du film, etc. Et moi, pour rebondir sur ce que tu disais, là où ça m'a vraiment marqué, cet effort de raccord. C'est quand justement les personnages d'Edward Norton et de Emma Stone commencent à copuler justement au-dessus des spots, là où au-dessus de la scène où on les voit pas, etc. Et que la caméra remonte et qu'en fait on voit la scène en train d'être jouée en général, donc devant un public, avec Edward Norton sur scène. Ouais, ça, ce passage-là, il est vraiment. J'ai adoré ce passage. Et je voulais juste le nommer parce que c'est vrai que moi, du coup, j'ai parlé que de la scène la plus obvious, mais il y a quand même plein de petits moments qui, effectivement, comme tu l'as dit, donne quelque chose, apporte quelque chose. Et ça, pour le coup, c'est un des raccords vraiment réussis. Moi, j'ai adoré ce raccord. Ils ne sont pas tous, mais celui-là... Parce que pour le coup, celui-là, tu vois pas de fondu au noir. Non, pas du réellement, tu repasses tout de suite sur les lumières, pour rebondir encore une fois, sur ce que tu disais. Et en fait, tu te dis, mais il a le don d'ubiquité voilà. Et je trouve que ça marche très bien. Pendant un petit moment, tu te poses la question. Je suis d'accord avec toi. Du coup, le dernier acte démarre justement, on peut le dire, par cette fameuse scène. Donc Reagan, il va décider d'aller fumer une clope pendant la dernière répétition. Et il va se retrouver enfermé à l'extérieur. Et il va pas avoir d'autre choix que de traverser Times Square. Sauf que son peignoir étant pris dans la porte, il est obligé de traverser en slip. Et donc, il va traverser l'entièreté de Times Square avec des tas de gens qui le filment, le reconnaissant comme étant Birdman, des gens qui l'abordent, ils signent des autographes. Enfin, c'est vraiment délirant. Il rentre dans la salle et donc il va reprendre la scène avec eux. Mais là, il va la reprendre depuis finalement le public. Et puis, il va remonter sur scène, finir cette fameuse scène, puisqu'on nous montre vraiment la fin de la pièce. Il la reprend depuis l'orchestre, je crois, c'est ça. Exactement. Et donc, ça se termine. Et là, on se rend compte que même si le fait qu'ils viennent de là n'était absolument pas prévu, ça donne un peu de corps parce qu'on sent que le public réagit plutôt bien et c'est assez marquant parce qu'on voit les réactions du public, on les entend à chaque général et plus ça va, mieux sont les réactions. Et on voit bien que le public là est un peu stupéfait, d'abord parce qu'il vient là, parce qu'en plus à un moment il vise quelqu'un du public, à ce moment-là il le fait. Je crois qu'il parle à quelqu'un, il dit à quelqu'un de se taire dans le public, il me semble. Non, pour moi, ça c'est justement c'est la première. C'est que dans la première. Ouais. Okay, bon, autant pour moi. Donc finalement, ils vont arriver au fameux jour de la première. Entre-temps,
il va lui avoir une discussion avec la fameuse critique qu'il va recroiser. Super discussion d'ailleurs, super dialogue vraiment. Voilà, un dialogue qui est génial et qui raconte ce que tu disais au départ, c'est-à-dire la critique que fait le théâtre des des acteurs de cinéma et la violence qu'il y a entre deux. Et elle explique qu'elle va faire un mauvais papier de toute façon. Même si elle était pas voir elle ne serait pas allée voir la pièce, elle aurait fait un papier qui allait la défoncer. Exactement, en disant que de toute façon, c'est elle qui allait décider, et lui fait ce reproche-là de cette espèce d'injustice, et ce qui est absolument génial. Et c'est génial parce qu'il parle des étiquettes en fait. C'est tout le problème que lui a en tant que personne, c'est qu'en fait il n'arrive pas à se débarrasser de cette étiquette. Exactement. Et finalement, ils arrivent au jour de monter la pièce. La salle est pleine, ce qui était quand même pas gagné parce qu'ils ont dû changer d'acteur, etc. C'est un peu compliqué. Mais ils finissent par arriver à ce moment-là et ils vont jouer la scène. Et lui, il a un moment où on comprend qu'il n'est pas sur scène tout le long. Et à un moment, il est dans sa loge. Comme il est pas, c'est ça, la scène est avec deux autres personnages, et du coup, il est remonté dans sa loge comme une sorte d'entracte pour lui, quoi. Exactement. Et donc, il remonte, et puis il y a à nouveau son ex-femme qui vient le voir, je crois, à ce moment-là, avec qui il a une discussion où il parle de leur vie passée, de pourquoi est-ce qu'elle a décidé de partir. Il parle un peu de leur fille. Donc, il y a une scène qui est presque assez qui est touchante, on peut le dire. Presque comme des adieux. Ouais, c'est un peu ça. C'est ce moment où ça y est, on fait la marche en avant, et il va descendre sur scène, sauf que là, il va descendre non pas avec un accessoire, mais avec une vraie arme. Évidemment, on ne le sait pas. Et ce qui est marrant, c'est qu'un peu plus tôt dans le film, Mike lui reproche d'avoir une arme qui est visuellement factice, puisqu'il y a aux États-Unis, les armes factices ont tous un petit tambour rouge en plastique pour montrer qu'elles sont fausses. Et donc, il dit que ça lui fait pas peur. Et là, il va arriver sur scène avec une vraie arme. Et effectivement, même si eux n'ont pas conscience que c'est une vraie arme, on sent que l'effet fonctionne. Et là, il va pointer quelqu'un dans le public. C'est ça. C'est à ce moment-là qu'il le fait. Et la preuve en est, c'est que c'est le seul moment, la seule fois où on voit cette scène où il ne tape pas le personnage de Mike. Oui, non, t'as raison, il le tape pas. T'as raison, il le tape. Il s'avance sur scène. Il lui fait peur, mais il le tape pas. Avant de monter sur scène, il met une perruque à ce moment-là, et normalement, sa perruque doit être injectée d'une poche de sang qui est censée exploser. Et là, il refuse de mettre ça. Et au moment de conclure, il se suicide comme c'est prévu, sauf que là, le public reste circonspect parce qu'on ne sait pas trop si c'est vrai, pas vrai, parce qu'il ne bouge pas. Et le public, nous, on le voit pas. Puisque le champ de la caméra est sur le public, mais on le voit pas lui au sol. On le voit jamais au sol une fois qu'il est tombé. Et on voit juste la critique au premier rang se lever et partir. Et on comprend juste après qu'en réalité, il a essayé de se suicider réellement. Pendant que tout le public fait une stand innovation. Exactement, tout le monde se lève, et donc c'est un succès absolu. Et on va le retrouver, lui, du coup, à l'hôpital, dans un état terrifiant. Déplorable. Il a vraiment un pansement énorme sur le nez, qui n'est pas, pardon, mais sans évoquer un bec d'oiseau. Enfin, pour moi, il y a clairement la forme du truc. Le pansement, tu veux dire? Ah bah oui, ça bien fait sûr, un bec. Et donc, il est avec son ex-femme qui est auprès de lui, puis sa fille arrive avec un bouquet de fleurs et vient discuter avec lui. Et il y a un peu, on a l'impression que ça y est, il est passé un peu à autre chose. Son meilleur ami vient, lui montre la critique, qui est absolument dithyrambique, de la fameuse critique en question, qui finalement dit que tout le monde devrait que le théâtre devrait se réveiller et faire ce qu'il a osé faire lui, parce que c'est du vrai théâtre, ce qui est quand même génial, parce que pour lui c'est le succès absolu. Et finalement, sa fille va quitter la pièce, et lui va irrémédiablement être attiré par l'extérieur. Il va se lever, il va aller au bord de la fenêtre, on le voit arriver, et il va au bord, il regarde des oiseaux qui passent dans le ciel, et on ne le voit pas tomber, on ne nous le montre pas. Mais tout ça dans un plan séquence, et quand elle revient, il est plus là, la fenêtre est ouverte, et le film se termine sur un truc un peu énigmatique, parce qu'elle regarde en bas, elle ne le voit pas, et quand elle regarde en haut, même si on voit pas ce qu'elle voit, elle a l'air de le voir voler. Oui, parce qu'on l'a vu voler déjà plusieurs scènes auparavant. Ça fait écho à une scène, un moment où il est où il se suicide, où il se voit voler au-dessus de Times Square, avec au milieu d'effets spéciaux, etc. C'est assez oui, c'est ça, en fait il court, il se bourre la tronche suite à la discussion sur les étiquettes. J'ai pas raconté ça. Et en fait il passe la nuit dehors, et finalement c'est là la première fois où on le voit discuter avec, physiquement pour lui en tout cas, son Birdman comme il était, dans son costume, etc., qui le suit en volant, en planant derrière lui, et qui l'emmène jusqu'au toit duquel un mec l'empêche de sauter, puis finalement il court
en enlevant ce mec-là, et il saute, et en fait il s'envole. Et il se met à voler. Et il survole tout New York pour retourner jusqu'au théâtre, où là on a le fameux faux raccord où on voit le mec lui enlever le crochet, le figurant. Et voilà, et moi en fait, il y a deux choses que je voudrais dire. Ce que j'aime bien en fait sur la fin de ce film, c'est que ça te dit en fait un truc. C'est que tu vois, je parlais de spectacle vivant, et en fait là on te dit la forme ultime de création, c'est la mort. En fait, c'est ça. Pour moi, c'est ça le message du film. Et c'est problématique en fait d'une certaine manière, mais tu comprends ce qu'il essaye de te raconter à ce moment-là. Mais par contre, moi, là en le revoyant, j'ai quand même eu ce côté, comme je disais tout à l'heure, où je me dis, il y a 3 suicides du mec. Donc en fait, tu te dis, au départ, bon, évidemment qu'il s'est suicidé vraiment après s'être bourré la tronche. Mais du coup, tout ce qu'on voit derrière, est-ce que c'est dans sa tête, ou alors du coup, est-ce qu'effectivement, il est parti avec le mec et tout son survol de Manhattan et de Times Square, ça, c'était dans sa tête. Il y a trop de petites questions, en fait. Justement, moi, j'aimais bien le côté où c'était simple, la lecture était simple. Là, je trouve que ça rajoute un niveau de lecture qui était peut-être pas nécessaire. Ouais, je comprends. Je comprends ça. Après, moi, je trouve que j'aime bien... Et ça marche bien, attention, hein, c'est pas comme Joker Folie à 2 où ça marche pas du tout. Non, mais moi, j'aime bien justement que le film te laisse un peu choisir. En fait, tu choisis qu'est-ce que tu veux. Tu choisis à quel moment il meurt. Ouais, c'est un peu ça. Alors, sur scène, à l'hôpital ou... Et ouais, non, moi, pour le coup, ça a marché avec moi jusqu'au bout. Et j'étais assez content de trouver ce truc-là, d'arriver à cette fin-là. Moi, je trouvais que... Et puis, ça amène à une vraie dimension poétique finale, parce que cette idée, je trouve que c'est génial. C'est vraiment une image inversée. Quand quelqu'un saute par la fenêtre, on regarde par terre. Et là, l'idée qu'il soit pas par terre, mais il soit directement au ciel, entre guillemets, avec les oiseaux, ce qui fait écho à son personnage, je trouve que c'est vraiment, là aussi, dans la mise en scène et dans ce que ça raconte, je trouve que c'est assez audacieux et ça m'a vraiment plu. Oui, c'est ça. Puis ça fait aussi beaucoup référence explicitement au mythe d'Icare. Bien etc. sûr. Évidemment. Voilà comment se termine Birdman. As-tu d'autres choses à dire, mon cher ami ? Non, c'est bon, c'est fini. Non, j'ai plus rien à dire. C'était très cool. Bon, en tout cas, voyez ce film si vous ne l'avez pas vu. C'est vraiment un film... Parce que même si vous connaissez le début, le milieu, la fin, c'est un film qui mérite d'être vu. Ne serait-ce que pour carrément, sa oui, technicité. c'est pas parce qu'on a tout raconté. Non, faut vous faire vous-même. Là, faut le visionner, ce film-là. On est d'accord. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode. On se retrouve dimanche prochain, 18h, sur toutes les plateformes, comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser des commentaires, tout ça. Vous connaissez la routine. Merci à tous. Merci Bastien. Merci Guillaume, merci à tous et à dimanche prochain. À dimanche prochain. Salut. Ne passerez pas! Je reviendrai. Tu étais l'élu, c'était toi! Je vous emmerde! Je rentre à ma maison! D'accord, faisons comme ça.